Je voulais vous présenter aujourd'hui quelques aspects d'un travail engagé il y a pas mal d'années. Un travail qui correspond à une remarque déjà formulée par Méliès, qui s'était plaint de son vivant qu'en parlant de son œuvre, on parle systématiquement qu'on prenne systématiquement un style amphigorique, tout en reconnaissant par ailleurs que sa carrière cinématographique est tellement intimement liée à celle du théâtre Robert Houdin qu'on ne peut guère les séparer. Il parle même de triple carrière dans la marge. Cette intimité de création, pour moi, se perçoit à travers les multiples ponts que Méliès a su jeter entre ces différentes carrières et qui se révèlent lorsqu'on s'attache à comparer les principes directeurs de ces effets scéniques magiques et les premières mises en œuvre de ces trucages cinématographiques. Or, si les descriptions des trucages existent, une étude de leurs principes, de leur histoire, nous semble a priori rare ou inexistante. Pourquoi la magie si présente à l'origine du cinéma, si régulièrement invoquée dans son histoire et son développement technique, n'est-elle pas davantage abordée dans la matérialité même de sa forme? Les effets magiques, puisqu'ils fonctionnent, prouvent la vérité des principes de base. Donc, puisque ça marche, il ne semble pas nécessaire de les analyser. En cela, ce livre s'oppose à l'évidence de certaines relations qui sont parfois formulées entre magie et cinéma, souvent postulées comme un point de départ. Par exemple, Paul Hammond disait « Il est parfaitement naturel qu'une illusion d'optique supérieure comme le cinéma se trouve initialement dans les mains des magiciens, qui souvent sont des mécaniciens experts bien renseignés sur les trucages optiques. » Du côté de la fabrique, ce naturel reste à questionner, car cette évidence n'est pas liée pour moi à un déterminisme technique, mais je cherche toujours encore et encore à comprendre comment le cinématographe a pu être compris par Méliès, par les magiciens et par la quinzaine de magiciens qui sont intéressés au cinématographe. Pour cela, je me suis basé sur des travaux existants déjà, notamment sur les travaux portant sur le répertoire magique du théâtre Robert Houdin, sous la direction de Georges Méliès. Méliès a lui-même travaillé sur cette histoire. Puis Jacques Deslandes, qui a fait cette trucographie de Georges Méliès en 62, minutieusement complétée par Jacques Causin, puis Jacques Maltetz. Ces chercheurs ont permis de réaliser une liste des grands trucs de Méliès, à établir une trucographie, comme vous le voyez. Ainsi, sur les 33 scénettes dénombrées présentées au théâtre magique sous la direction de Méliès, 14 sont aujourd'hui précisément documentées à 7 heures. Si vous revenez cet après-midi, il y en aura une de plus. Si pour Jacques Deslandes, tout compte fait, le cinématographe ne sera jamais pour Méliès qu'une autre manière de pratiquer l'illusionnisme, notre hypothèse a essayé de supposer que si ces trucs changent en passant au cinématographe, les principes plus profonds ont toujours continué à être appliqués par Méliès quand il passe au cinématographe. Je vous propose de suivre les 3 principes magiques et de voir comment ces mêmes effets auxquels ils sont associés ont été déclinés dans les vues de la star film lorsque Méliès passe au cinématographe. Nous nous concentrerons donc sur quelques détails qui ont une importance, en portant une attention particulière sur les toutes premières occurrences des trucages, lors de ces courtes vues animées que nous considérons presque comme des vues esquisses, des véritables vues prototypes où on voit pour la première fois la pensée de Méliès s'appliquer au trucage cinématographique. Donc le premier, on va se baser sur l'escamotage d'une dame que vous avez vu. Et on va remonter un petit peu à ses origines. En 1886, Joseph Buatier marque le milieu de la scène parisienne en y présentant pour la première fois La femme enlevée. Cette irruption dans le monde du spectacle est pourtant relative. Buatier, depuis son départ de son Lyon natal 15 ans plus tôt, n'a cessé d'impressionner ses confrères, les publics d'Europe et d'Amérique. La première description relate dans la pièce, premier numéro, Monsieur Buatier de Colta, illusionniste. On est en 1886. Il étale sur le plancher de la scène un journal de grand format, le Times. Sur ce journal, il pose une chaise quelconque. Sur cette chaise, il assoit une jeune femme, la sienne. Il recouvre le sujet d'une soie légère, presque transparente, dont il le drape étroitement, le moulant de la tête aux pieds. L'opération dure à peine quelques secondes. Après quoi, l'opérateur, au milieu d'un silence morne,
sous le feu de tous les regards anxieusement braqués sur l'étroit espace où il manœuvre, prend l'étoffe entre les 2 index et les 2 pouces, souffle dessus avec force, l'enlève violemment et, ni vu ni connu, plus de femme. Le journal n'a pas bougé d'une ligne et sur ses 4 pieds, la chaise seule apparaît vide de son élégant fardeau. La femme enlevée repose sur une scène aménagée, une trappe de scène, mais son illusion utilise différents procédés qui se renforcent et concourent à créer une disparition inattendue, comme vous pouvez le voir. En particulier, il crée ces principes, ce qu'Arthur Ascanio, bien plus tard, définira comme une continuité apparente. Pour l'action de continuité apparente, Ascanio dit « Je qualifie d'action de continuité apparente celle que le magicien effectue judicieusement lorsque la moitié du travail est déjà fait. Pour cela, il fait croire au public, que ces actions ont une suite logique, en somme que la situation de base n'a pas changé. La forme de la femme est maintenue sous le voile par une structure invisible qui est mise en place. Elle peut alors se glisser dans une trappe à travers une ouverture masquée dans le journal faite de caoutchouc. Le voile et le journal ne bougent pas, mais le moment de la disparition, le passage de la femme dans la trappe, est dissocié de celui du moment où on révèle la disparition, où on retire le voile, grâce à cette structure qui maintient en continuité apparente la forme. La femme semble ainsi être visible jusqu'au dernier moment, moulée, comme le remarque le critique du Figaro, par le voile, alors qu'elle est déjà sortie de scène. Le maintien de la forme en continuité apparente avec la situation initiale permet de donner ce sentiment d'instantanéité. Un critique dit « Sans doute elle a disparu dans une trappe, mais pendant qu'elle s'enfonçait, le voile n'a pas remué, ni le journal qui dépassait de beaucoup des bords du voile. Et comment enfin, le voile ôté, avons-nous retrouvé la chaise sur le journal ?» La présente critique montre que Buattier a aussi anticipé les réactions des spectateurs, en particulier leurs réflexions sur les moyens pour parvenir à l'effet. Ici, il suppose rapidement l'utilisation d'une trappe, mais le journal, posé ostensiblement au sol du théâtre, au début de l'illusion, coupe court à cette possibilité. Ainsi, si le spectateur est incrédule, le magicien l'est aussi. Il a conscience des connaissances du spectateur et anticipe son raisonnement. Cette phase qu'on appelle la phase de reconstruction. La seule solution envisagée par le spectateur, la trappe, est désamorcée par l'utilisation du journal. L'illusion est insoluble et toute présentation visant à détourner l'attention parasiterait l'effet. Buattier en a conscience et opte pour cette présentation minimaliste, sobre et directe, selon les termes de Jules Claretie. Passant au cinéma, Méliès va conserver ses principes, construire une continuité apparente et anticiper la reconstruction du spectateur. À première vue, la bande que vous avez vue, Escamotage d'une dame chez Robert Houdin, reprend l'illusion de scène. Méliès entre dans l'image, salue la caméra, accueille sa partenaire, Jeanne Delcy. En la prenant par la main, il déplie une feuille de journal, la couche au sol, puis installe la chaise dessus. L'illusionniste invite son assistante à s'asseoir, la recouvre d'un voile, puis s'en saisit. Il secoue le voile, la femme a disparu. Arrêtons-nous là. Dans cette vue, Méliès garde le temps nécessaire à la disparition telle qu'elle s'effectue sur scène. Il prend la chaise, la monte de côté, pose une feuille au sol et redéplie le voile, sur sa partenaire. La disparition est cependant effectuée grâce à un arrêt de caméra. Méliès n'utilise pas de trappe, mais un arrêt de caméra. La caméra est arrêtée, puis les 2 séries de photogrammes ont été assemblées après une coupe par une collure, après développement. Mais comme dans l'illusion de Buattier, la disparition perçue par le spectateur n'a pas lieu au moment précis où la femme disparaît réellement. Au visionnage sur table de montage, on constate, après collure, que Méliès maintient la forme du voile un certain temps, quelques photogrammes, avant de le soulever pour révéler la disparition. La technique du trucage est différente, on a une coupe, mais le principe de continuité apparente est maintenu. Il dissocie le moment réel de la disparition et le moment de la coupe de celle où elle est révélée par le spectateur, le moment où le voile est retiré. Un second déplacement a lieu dans le titre, pour moi, et qui est important. Ce n'est plus la femme enlevée, le titre original de Buattier, mais une dame escamotée. Le titre reprend celui vulgarisé et générique donné par la presse, et non celui employé par Buattier au départ.
car de nombreuses explications de cette illusion étaient publiées depuis 1886. 10 ans plus tard, quand Méliès fait son film, il est tentant de supposer que le principe de cette disparition était connu d'une grande partie de son public et appartenait presque à une culture populaire. J'ai dénombré plus d'une dizaine de dévoilements dans la presse avec tous les trucages expliqués. Le titre de la vue animée aussi indexe l'espace, celui de l'intérieur du théâtre. On est chez Robert Houdin. Les feuilles de décor reprennent, esquissent, on va dire, les ornements de la scène du théâtre, comme on a pu le voir précédemment, alors que la prise de vue est bien évidemment effectuée en extérieur. La vue animée n'est pas la reconstitution d'une expérience de scène, mais l'ensemble des éléments et du titre semble inciter à ce raisonnement. Ils induisent donc une reconstitution particulière chez le spectateur. Or, effectivement, le journal est présenté ostensiblement, il n'a pas d'ouverture, la chaise a un dos ajouré et est brièvement présentée de dos. Georges Méliès effectue ainsi un double mouvement, un rapprochement de sa vue animée de la scène et simultanément une dissociation présentant une mise en place différente et surtout une chute inattendue. La femme réapparaît par la suite sous les traits d'un squelette avant de revenir à sa forme de chair et l'os. Méliès se réapproprie ainsi l'effet de Buatier, applique un nouveau truc, le truc par substitution cinématographique, mais maintient les principes fondateurs de la continuité apparente et de celle de l'anticipation de la reconstitution de son spectateur. Deuxième principe, un effet emblématique de Méliès, la question des dédoublements. Dédoublements de personnages, technique qui nous semble avoir été détournée, elle aussi, de la scène. Dans ces principes magiques qu'il développe au théâtre Robert Houdin, le choix des personnages que Méliès va utiliser appartiennent souvent à la culture populaire ou légendaire. Ça permet d'accélérer la reconnaissance de personnages, mais ça a aussi une raison technique. Il annonce dans la description du nain jaune, l'enfant qui représentait un nain portait une perruque avec un crâne pointu et faux nez et une fausse barbe rouge hérissée qui en faisait un véritable monstre. Ceci avait son utilité, on le verra plus tard. Avant de commencer les expériences et afin que le public puisse toujours reconnaître le personnage, on lui enlevait le masque pour montrer son visage naturel et on priait un spectateur d'apposer sa signature sur le bras du sujet. Puis on remettait la perruque et la barbe et on commençait la série d'expériences. À l'instar du nain jaune, les personnages de Méliès, je vous ai fait un gros plan du personnage pour imaginer un peu son accoutrement. À l'instar du nain jaune, les personnages de Méliès au cinéma et à la scène sont souvent désignés par leurs apparences. On parle du diable vert, du Perse et son costume traditionnel, Barban Fouilly, Barban Macaroni. Méliès ancre ces personnages dans la mémoire de ses spectateurs par une accentuation de leurs traits. Ils sont proches de caricatures vivantes. Cette tendance accélère la reconnaissance des personnages et par là la compréhension des effets magiques, parfois complexes. Mais cette stigmatisation des personnages permet aussi d'effacer les interprètes pour laisser place à leurs personnages. Ce glissement de l'acteur au personnage se révèle être un ressort de certaines illusions. Dans cette même explication, il dit plus loin, en tout premier lieu, disons que le nain jaune avait un sosie, un double comme on dit au théâtre. Et c'est pour cette raison qu'un masque était nécessaire pour rendre les deux personnages absolument identiques. Voici la variation de scène de ce personnage. Les costumes permettent de mettre en œuvre le principe que Sam Sharp nomme les identités altérées. Dans un grand truc où les effets sont réalisés avec des personnes, la duplication d'un personnage semble à première vue être impossible, sauf si on a de vrais jumeaux. Ce sont les costumes qui permettent de fabriquer des doubles théâtraux. Les acteurs doivent porter les mêmes costumes, des accessoires masquant partiellement les visages, altérant leur identité, permettent de compléter cette illusion. L'équilibre est fragile, le visage doit être voilé afin que le spectateur ne discerne plus les précisions des traits du visage de l'acteur, sans pour autant occulter intégralement son visage au risque de rendre méconnaissable cet acteur. Ainsi créé, le double vient temporairement prendre la place d'un acteur de référence, son jeu devant rester en parfaite continuité avec l'acteur original. Dans les vues animées, du coup, à première vue, une première occurrence des doubles dans les vues animées est visible dans Illusion fantasmagorique.
Méliès, parmi ses effets, dédouble un enfant avec une hache, avec la... Je vous le remette, hop. Une coupe permet une substitution et dans le mouvement de la hache, et on ajoute un second enfant. La duplication est obtenue de la même manière qu'au théâtre Robert Houdin, grâce aux costumes et au maquillage qui altèrent les identités des enfants. Mais rapidement, la technique des passes multiples, combinée à l'utilisation d'un fond noir, va permettre d'obtenir des impressions multiples. Et donc, du coup, dès 1898, Méliès va présenter dans ses vues animées des doubles de lui-même, d'abord partiels dans Un homme de Thèse, puis intégraux avec Le portrait mystérieux en 1899. Ainsi, il n'a plus besoin de voiler les identités, puisque ce sont des doubles cinématographiques. Méliès se présente alors dans son propre personnage, en rôle d'illusionniste, à visage découvert, comme un contemporain ressemblant. La technique cinématographique lui permet de libérer le jeu de ses acteurs aussi. Les doubles ne restent plus dans l'ombre à reprendre le jeu original d'un original, mais ils s'animent, leurs mouvements sont aussi libres que les originaux. Ainsi, dans les vues animées, les doubles sont souvent des personnages autonomes qui interfèrent. Pensons à l'homme orchestre avec tous ces personnages qui interfèrent les uns avec les autres. Leur jeu devient même un élément principal. Les doubles se doivent d'acquérir leur autonomie au risque d'être considérés comme des doubles scéniques. Le double cinématographique se fait remarquer comme le double cinématographique doit se faire remarquer comme le transformiste. On le verra avec Brachetti. L'acteur doit transpercer le costume pour être bien sûr que c'est toujours la même personne qui est dans le costume en question. Chez Méliès, les mouvements effrénés et les mimiques des visages nus, les siennes souvent, nous affirment un double autonome et libre, délié des contraintes de la scène. Cependant, dans la mise en scène et les installations de ces effets de duplication, Méliès va garder les principes de construction scénique. Et je vais sauter directement à ce film-là, Les yeux de double et la tête vivante, où Méliès apparaît au milieu et à la place d'un chaudron qui se plaçait derrière lui, ici sur ce fond noir, et après avoir jeté hors champ sa casquette, effectuant un pas chassé sur le côté droit et sur le côté gauche, Méliès se dédouble. Le double va prendre la place d'un tabouret et on va avoir un jeu avec la tête au milieu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à partir d'un certain temps, on a un troisième personnage qui va rentrer, le diable. Sous les passes magiques du diable, la femme va disparaître graduellement. Le double va voir la présence du diable et va s'enfuir hors champ. Et avec un temps de retard, le deuxième personnage à gauche va apercevoir le diable et filer. Resté seul, le diable va se tourner vers la caméra, retire son couvre-chef et ses postifs. Nous retrouvons à nouveau Méliès. Ce qui m'intéresse ici, c'est que le défaut de fixité de la caméra de Méliès permet d'étudier la construction de l'image et de séparer les différentes passes qui ont été utilisées. On a bien un double cinématographique, le Méliès de droite par rapport au Méliès de gauche par rapport à la femme. Donc on a des doubles cinématographiques, mais le troisième personnage à gauche est un double théâtral. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a revêtu temporairement un costume de double. C'est par une coupe et une coupe par substitution que ce personnage va être substitué dans un deuxième temps par Méliès, qui va lui-même retirer et déchirer son costume pour se révéler. Ce qui m'intéresse, c'est que dans une de ses premières apparitions de double au cinéma, on a un mélange de techniques où on a à la fois la constitution d'un double théâtral et de doubles cinématographiques qui viennent partager un petit peu l'écriture magique de ce film. Les deux techniques scéniques et cinématographiques sont aussi ici associées et viennent se compléter. Méliès saisit les principes de la construction des doubles lors de la création de ces pièces magiques, puis utilise dans cette vue une technique mixte pour finalement l'abandonner et garder essentiellement les doubles cinématographiques. Si en changeant de médium du théâtre au cinématographique, les doubles changent de statut,
Les doubles cinématographiques n'entrent plus de rapport avec les trucages de la scène, mais Méliès ne fait pas table rase des précédents principes qui sont intégrés dans ces nouvelles techniques de trucage. Troisième petit point, l'utilisation du fond noir. Je vous présente un fond noir. Cette dernière technique est plutôt plus précisément du théâtre noir, sur lequel j'ai déjà beaucoup écrit. Le théâtre noir est attribué communément à Buattier de Colta, même si c'est beaucoup plus complexe, Buattier de Colta dont on a parlé dans la première illusion. Ce principe permet sur scène de créer des zones insondables à l'œil, dans lesquelles pourront se déplacer, par exemple, invisiblement des assistants vêtus de noir, noir sur noir, disparaissant. C'est intéressant parce que c'est une technique qui vient vraiment avec l'électrification des théâtres et l'arrivée progressive des projecteurs de lumière dans les théâtres. Et on a une histoire partagée de la lanterne magique, de la maîtrise des rayons lumineux et à la fois l'écriture sur scène et des spectacles lumineux, que je trouve une histoire assez fascinante. On dit souvent que les images animées sur fond noir, les images du cinéma sur fond noir, sont communément rattachées à l'histoire de la photographie et des récréations photographiques. Mais sur quel héritage photographique Méliès a-t-il pu vraiment construire ses effets? Tout d'abord, on l'a vu, la proximité spatiale du théâtre Robert Houdin avec des studios de photographes à l'étage. Ici, on arrive à lire Émile Tourtin, le photographe qui louait l'espace du dessus après Disdéry. Cette proximité au même bâtiment, on l'a vu avec Pierre Taillefer tout à l'heure. Autre élément tangible, des retouches de photographie qui sont conservées ici à la Cinémathèque française. À défaut d'être des trucages de prise de vue, on a cette idée de la retouche. Ici, dans une variation de la pluie d'or, les pièces supplémentaires ont été rajoutées. Et dans les serpentins, le volume des guirlandes reproduites dans le chapeau semble avoir été augmenté. Ces images ne reprennent pas spécifiquement les techniques que Méliès mettra en œuvre dans ses films. Cependant, à défaut de les avoir réalisés, ces trucages, Georges Méliès devait avoir une connaissance des possibilités de manipulation du support photographique. Cependant, il y a aussi cette photographie-là, effectivement, où on a vraisemblablement la tête de Jeanne d'Alcy découpée et apposée sur une autre photographie qui reprendrait une des scènes de la pièce magique La Source Enchantée. Cependant, on l'a vu, lorsque Méliès devient propriétaire du bail du théâtre Robert Houdin, courant en juillet 1888, il va devenir propriétaire avec le fond du matériel qui y restait. Il implante très tôt des effets relevant de la magie optique, puisque la lumière électrique était déjà en place au théâtre depuis quelques semaines. D'abord dans les entresorts au foyer, dans le miroir de Cagliostro, la Fée des Fleurs, puis dans les scénettes magiques. L'éclairage est tout autant représenté sur sa scène, tel dans le château de Mesmer. Oui, ici on voit, je vous ai fait un gros plan sur cette espèce de petite boîte à lumière là, dont on a une deuxième ici. Et puis cette espèce de grande entrée de jour qui arrive sur le côté, qui est nécessaire aux effets du théâtre noir. La lumière sera, comme dans ces films, parfois représentée ou parfois au cœur même des effets magiques. On parle de disparition en pleine lumière pour le calife de Bagdad, par exemple. Donc Méliès a conscience de la lumière dès ses premières mises en place au théâtre, de sa construction, de ses effets, et a pleine connaissance des techniques du théâtre noir qu'il met en scène à de nombreuses reprises, sur la scène annexe notamment. Cependant, le dispositif du théâtre noir marque profondément la scène. Stanislavski déjà disait que ça créait un espace lugubre et sépulcral, puisqu'il va falloir tendre la scène de noir complètement. Alors c'était présent dans les flipbooks et certaines vues animées au début, mais sur la scène c'est plus difficile à amener sur scène. Méliès en a conscience puisqu'il va progressivement amener ces dispositifs. Et les illusionnistes vont réfléchir à cette manière de rendre indiscernable l'installation progressive du dispositif du théâtre noir. Comment progressivement passer d'une scène
très éclairé, très décoré, à un fond noir complètement neutre. Ils vont le faire en réglant progressivement les lumières, en amenant en plusieurs temps les draperies. Les magiciens ont su ainsi éviter des changements soudains de lumière ou des ruptures de rythme. Ainsi, la magie optique qui se développe à la fin du 19e expérimente déjà quelque part pour moi une photographie de la scène qui remodèle les volumes par la lumière. Et simultanément se construit une réflexion sur la mise en place progressive de ces installations lourdes et contraignantes, en tout cas qui sont visibles par les spectateurs. Il va s'agir d'effacer la présence et l'idée même de ces éléments en les camouflant au sein des espaces de représentation ou en les amenant progressivement. C'est ce que fait Méliès très rapidement dans ses films. La présence des fonds noirs, tel un justificatif, tel un dispositif qu'il doit justifier, va essayer d'intégrer ces éléments lorsqu'il va construire ses décors. On pense souvent, quand vous regardez les fonds noirs présents dans les films de Méliès, c'est souvent dans des ouvertures de portes, c'est souvent dans des antres de cheminée, c'est souvent justifié dans des éléments de décor. Mais du coup, ce qui m'intéresse ici dans L'homme à la tête en caoutchouc, c'est l'installation progressive du dispositif. Dans ce film, l'action se déroule dans un laboratoire. Méliès, jouant le rôle d'un scientifique, ouvre les portes cochères au lointain et cherche dans la pièce attenante une table pour servir de support à l'expérience qu'il veut réaliser. Et il va laisser celle-ci ouverte. On a la sensation que la profondeur du champ augmente, on voit plus profond dans l'image. Cette profondeur est celle de l'espace adjacent qui représente un fond qu'on voit ici. Cette vue reproduit les étapes d'un protocole scientifique scrupuleusement suivi par Méliès. Mais cette installation est aussi celle de l'artiste magicien. Le spectateur peut constater que la table est sans préparation, tout comme le support de la tête. La mise en place active du scientifique masque celle passive du magicien, qui, en ouvrant et en laissant ouvert la porte dans le fond, va positionner non seulement la table au bon endroit, mais laisser un espace noir béant dans le fond de la vue animée. L'emplacement du fond est tout aussi important que le positionnement de la table à l'avant. L'apparente honnêteté dans l'implantation du dispositif scientifique cache l'arrivée simultanée et indirecte du fond noir, de l'espace qui sera nécessaire au trucage cinématographique. Méliès se défendra d'avoir utilisé son habileté de prestidigitateur pour penser ces trucages. Il dira ne garder de la prestidigitation que la tenue, les attitudes, la netteté des mouvements et la sûreté de la main. Et surtout la précision des repérages. C'est que Méliès n'emprunte guère les principes à la prestidigitation virtuose. Il préfère se décrire comme illusionniste, question de goût, mais surtout de technique. Il s'inspire essentiellement des installations illusionnistes de la magie optique et des principes de mise en scène qui y sont associés. De ce tour d'horizon, notons qu'illusion scénique et cinématographique participent d'une même histoire à leur début. Georges Méliès, comme les illusionnistes qui l'ont précédé, est prompt à utiliser les inventions de son temps. Passant à la cinématographie, il s'appuie sur les principes scientifiques du cinématographe, en exploite les limitations, par la restitution des contrastes par exemple, il en détourne les usages, rupture de continuité quand il vient couper la pellicule, multiplicité des enregistrements sur le support film, mais gardera toujours à l'esprit les principes directeurs et les guides de l'art magique. Merci.